Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur Public Sénat. Dans un quart d'heure, place aux traditionnelles questions d'actualité. Nous sommes jeudi, elles auront lieu à 15 heures très précises, juste à côté de nous dans la salle ici de l'hémicycle. Nous sommes salle des conférences au Sénat. Mais bien sûr, vous qui nous suivez, vous savez que l'actualité ici au Sénat, c'est bien sûr l'examen du texte sur le traité européen. Il sera voté en milieu d'après-midi. Avec nous pour en parler, le ministre en charge des relations avec le Parlement, Alain Vidalies. Bonjour, merci de venir répondre à quelques questions juste avant ces questions et avant le vote de ce texte ici au Sénat. Mais avec nous également Delphine Girard. Bonjour Delphine de Public Sénat qui suit évidemment ce texte depuis hier et la déclaration du Premier ministre. Un texte qui a été voté à l'Assemblée, on le sait, avec une vingtaine de députés socialistes qui n'ont pas voté ce texte. Alors, qui va voter et comment au Sénat ? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Mickaël, on le sait déjà, puisque sans surprise, malgré l'invitation hier du Premier ministre Jean-Marc Ayrault à l'adresse des sénateurs de faire un choix d'avenir en ratifiant ce texte, eh bien, les nonistes du Sénat campent sur leur position. Alors la principale difficulté ici pour le gouvernement ne vient pas des socialistes, même il n'y a qu'une seule noniste, on le sait, c'est la sénatrice de Paris, Marie-Noëlle Lienemann. Mais la difficulté pour le gouvernement vient de ses traditionnels alliés. En effet, les 20 sénateurs que compte le groupe communiste ne voteront pas ce texte. 10 des 12 sénateurs que comptent les groupes écologistes partageront leur vote entre un vote contre ou une abstention. Et puis, même chez les radicaux de gauche, il faudra compter avec le vote contre de Jean-Pierre Chevènement. Il l'a expliqué ce matin en défendant une motion, mais aussi Robert Hue, donc ancien ministre et sénateur communiste qui a rejoint le groupe RDSE au Sénat, pourrait s'abstenir, ou encore le sénateur Pierre-Yves Collombat. Alors la gauche a beau faire ses comptes, tout à l'heure, il faudra compter avec les voix de la droite pour faire passer ce texte. C'est une position politique sensible, délicate, inconfortable pour le gouvernement, mais une position que savoure la droite sénatoriale. C'est François Zocchetto, je cite, qui a dit « Laissez-nous apprécier cet instant à sa juste mesure ». Il a ironisé, renvoyant la majorité à ses propres failles internes. Merci beaucoup Delphine. Évidemment, vous nous ferez vivre ce vote un peu plus tard dans l'après-midi sur notre antenne. Vous avez entendu Alain Vidalies. Déjà, premièrement, dans l'opposition, on se réjouit d'avoir voté et de vous embêter un petit peu. Et puis, chez vous, chez vos alliés, c'est très embêtant aussi parce qu'il y en a qui ne vont pas voter ou s'abstenir. Alors, est-ce que c'est une victoire ou une défaite, Alain Vidalies? C'est tout sauf une surprise. Je pense que les votes tels qu'ils viennent d'être rappelés sont des votes attendus. Jamais le gouvernement ne s'est donné comme objectif d'avoir une majorité de gauche ici au Sénat. Pourtant, on a entendu. Jamais. D'accord. Jamais. Personne n'a jamais dit que nous aurions une majorité de gauche au Sénat pour soutenir ce texte. C'est une réalité politique d'ailleurs tout à fait incontournable. Je ne vois pas comment on aurait pu, à un moment donné, imaginer qu'ici, il y aurait une majorité de gauche, compte tenu de la position connue et respectable, et dans tous les cas attendue, notamment du groupe communiste, mais aussi des Verts. Donc c'est sans surprise. Alain Vidalies, vous avez dit que ce n'est pas une surprise. Pourtant, est-ce que ça a été une surprise, la vingtaine de députés qui ont voté contre ce texte à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous avez été surpris cette fois? Je n'ai pas été surpris. J'ai été déçu, bien sûr, parce que mon objectif, c'est qu'il y en ait zéro. Mais 20 sur 297, proportionnellement d'ailleurs, il y a eu plus de députés de droite qui ont voté contre que de députés socialistes. Mais enfin, aussi, c'était pas vraiment une surprise. 20 c'est 20 de trop. On a essayé, et j'ai essayé jusqu'au bout, effectivement, d'arriver à une autre solution. Enfin, l'objectif, là, il était annoncé. C'était que nous ayons une majorité de gauche à l'Assemblée nationale pour soutenir l'approbation du traité. Et cet objectif, il a été rempli. Alors on le comprend bien, Alain Vidalies, mais vous-même et Bernard Cazeneuve, vous avez essayé, vous avez tout fait, vous avez vu ce qu'on appelle les nonistes, ceux qui votent non, vous avez vu ceux qui voulaient s'abstenir. On a beaucoup entendu parler également du groupe des Verts. On sait qu'il y a eu beaucoup de polémiques. Finalement, c'est un petit échec ou pas? Non, c'est pas un petit échec parce que vous ignorez un gros échec alors. Non, vous ignorez complètement quelle était la donne de départ. Expliquez-nous. Il y avait la moitié de nouveaux députés, beaucoup de députés dont on ne savait pas exactement quelle était la position. Ce que je peux dire, c'est qu'on est parti d'assez loin et que le résultat était celui qu'on espérait dans les derniers jours. C'était assez clair. Si je vous entends bien, Alain Vidalies, on imagine qu'au départ, il y avait beaucoup plus de personnes, de députés qui auraient voté non qu'à l'arrivée. Est-ce que vous avez un chiffre ou pas? Il y en avait plus au départ qu'à l'arrivée. Naturellement, je ne vais pas vous donner un chiffre pour vous éviter d'aller faire des recherches, mais je peux vous dire que le travail remarquable
fait par Bernard Cazeneuve, puis le travail naturel du ministre chargé des relations avec le Parlement, c'est quand même retrouvé dans les chiffres. Alors je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure au Sénat, et Delphine le sait bien parce qu'elle travaille évidemment sur toutes ces questions parlementaires et elle suit très près ce qui se passe dans les votes. Il est beaucoup plus difficile au Sénat de vous faire entendre, vous n'avez une majorité que de 5 ou 6 sièges, c'est très étroit. Est-ce que ça augure pour d'autres textes également de problèmes que vous allez rencontrer ici au Sénat? Naturellement, on peut penser qu'il y a un certain nombre de textes sur lesquels la majorité sénatoriale, qui doit être unie pour constituer une majorité, peut ne pas se trouver au rendez-vous. C'est une donnée politique que personne ne peut ignorer, que le gouvernement n'ignore pas. Et alors pour le vote qui aura lieu cet après-midi, vous avez des craintes, vous avez chiffré, vous avez... Non, on n'a pas de crainte, compte tenu de ce qui a été annoncé. La droite votera avec vous? Le traité sera voté aujourd'hui et c'est le scénario qu'on a toujours envisagé qui va se produire. Et donc, par rapport à ce que disait Delphine tout à l'heure, le nombre de sénateurs qui vont voter non, on estime à 1, 2, dizaines, disait Delphine tout à l'heure? Non, mais dans le groupe socialiste, le résultat est assez remarquable et c'est important pour le gouvernement, puisqu'il y aura a priori un seul vote contre. Après, compte tenu de la position prise par le groupe des Verts et le groupe communiste, naturellement, il manquera des voix dans la majorité sénatoriale et dans tous les cas dans la majorité présidentielle. Comment vous expliquez que hier à l'Assemblée nationale, cette fois, la loi organique a rassemblé plus de oui que le vote du traité lui-même? C'est une question qu'il faudrait d'abord poser à ceux qui ont à la fois voté non au traité et oui à la loi organique. En réalité, je pense qu'ils ont pris acte du fait que le traité avait été voté, et c'est l'explication qu'ils ont donnée, en indiquant qu'à partir du moment où ce vote intervenait a posteriori, ils n'avaient aucune raison de s'opposer à la loi organique, étant elle-même, d'une certaine façon, la première étape avant le vote de la loi des finances, et qu'ils rejoignaient de ce point de vue-là la majorité à l'Assemblée nationale. Alors tout à l'heure, Alain Vidalis, vous parliez évidemment de l'opposition qui a voté avec vous pour ce texte. Évidemment, c'est la suite logique de ce qui s'était passé sous Nicolas Sarkozy et du gouvernement de François Fillon. Je vous propose d'écouter Philippe Marini, sénateur de l'Oise, qui s'exprimait hier à la tribune. Je pense que la majorité sénatoriale, comme le gouvernement, développe des argumentaires très complexes pour mieux enrober le changement que l'exercice du pouvoir induit tout à fait naturellement. Mais je suis inquiet quand je lis certains commentaires. À commencer par ceux du Premier ministre. Cette insistance que l'on met à nous dire, par exemple, que le traité qui nous est soumis est même plus souple que le traité de Maastricht. Et cette insistance que l'on met dans tous les commentaires a montré qu'il y aura des marges de manœuvre plus importantes. N'est-ce pas une tentation qui se fait jour de reprendre les pratiques du passé, à savoir s'arranger sur le plan national et parler européen à Bruxelles, parler français à Paris. Or, c'est quand même bien ce que, je le répète, les gouvernements successifs ont fait pendant tant et tant d'années et ce qui mine la confiance. Je pense que seuls 2 programmes de stabilité, ceux des 2 dernières années, ont été au rendez-vous de la réalité. Tous les autres, depuis l'époque où l'on a commencé à faire des programmes de stabilité, et Laurent Fabius était ministre de l'économie et des finances, tous les autres étaient en décalage systématique et volontaire avec la réalité. Voilà, vous venez d'entendre Philippe Marini, c'était hier ici au Sénat pendant évidemment la discussion avant ce vote que vous pourrez suivre évidemment sur notre antenne. Alain Vidalis, il y a un vrai problème, c'est-à-dire que de fond, cette fois sur le texte lui-même, certains ont peur, vous savez, de cette règle d'or, de cette fameuse règle d'or qui devait être imposée dans la Constitution, qui ne le sera pas finalement. Et ce que disait tout à l'heure Philippe Marini, c'est que c'est pas le même texte, on n'aura pas la même voix à Bruxelles que la voix qu'on pouvait avoir ici à l'Assemblée ou au Sénat. Franchement, c'est un discours assez étonnant quand il dit il n'y a eu que 2 vrais programmes de stabilité, ceux des 2 dernières années. Je veux bien qu'il prêche pour sa paroisse,
Je veux simplement lui faire observer que ça a été sanctionné par le suffrage universel. Et qu'en démocratie, il n'y a qu'une seule règle, c'est que c'est le suffrage universel qui tranche. Et qu'entre les deux, le peuple français a choisi une autre politique. Deuxièmement, est-ce qu'il ne s'est rien passé depuis l'élection présidentielle? D'abord, il s'est passé l'élection présidentielle, ce qu'il semble ignorer. Et deuxièmement, il s'est passé le sommet européen. Et à la suite du sommet européen, un changement très important, celui du comportement de la Banque centrale européenne sur les marchés. Est-ce qu'il y a un lien entre l'élection présidentielle, l'action de François Hollande, ce qui s'est passé au sommet européen et ce changement? Naturellement, nous pensons que oui. Dans tous les cas, ce n'est pas sous l'ère de M. Marini, si j'ose dire, que ces choses-là se sont passées, mais bien après. Mais vous entendez un petit peu ce qui se passe aussi dans votre majorité, que ce soit le Front de gauche ou les Verts. Ils disent à la croissance, on n'a pas entendu parler. C'était peut-être le même texte que celui de Nicolas Sarkozy, Angela Merkel. On l'entend depuis des semaines. Mais la question qu'on leur pose est exactement la même. Ceux qui étaient contre le traité avant l'élection présidentielle et qui restent contre le traité après, c'est qu'ils considèrent qu'il ne s'est rien passé, c'est-à-dire que c'est comme si François Hollande n'avait rien fait. Eh bien, tous ceux qui soutiennent François Hollande considèrent qu'au contraire, il y a eu un changement au sommet du mois de juin, un changement cet été, et que c'est ce changement qui aujourd'hui nous amène à voter pour ce texte. Dernière question sur ce thème, vous ne l'avez pas posé tout à l'heure, la gardez pour la fin. Est-ce que ceux qui ont voté non vont être sanctionnés ? Ce n'est pas une question qui, évidemment, relève de la compétence du gouvernement. C'est une question qui relève de la compétence des groupes exclusivement, et éventuellement du parti. Et ça pourrait exister. C'est pas à nous de réagir appréciation sur cette question, c'est clair. D'accord. Il y a un autre débat qui agite en ce moment un petit peu la classe politique. On va vous laisser partir juste après, parce que vous devez aller dans l'hémicycle. C'est sur le mariage des couples homosexuels. On sait que le débat aura lieu au Conseil des ministres. Le texte va arriver le 31 octobre. Après, ici, au Sénat, et à l'Assemblée et au Sénat. Vous entendez un petit peu dans les rangs de l'opposition ces maires, cette fronde des maires. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, je pense que c'est le suffrage universel, c'est les élus de la République qui décideront. C'est une réforme importante, elle a été dans le programme qu'a présenté le candidat François Hollande et elle sera dans le programme appliqué par le président de la République, François Hollande. Alors on a posé la question à des sénateurs, maires, pour savoir ce qu'ils en pensaient de cette fronde et de cette loi. Je vous propose de les écouter. Le droit de retrait est un droit tellement grave que pour l'instant, je ne l'ai pas envisagé. Maintenant, si collectivement, dans une sorte de protestation nationale, ce mouvement a été mis en œuvre par des milliers de maires, à ce moment-là, je me prononcerai. Mais je pense qu'il faut être très prudent parce que, encore une fois, le maire n'est pas simplement le représentant de la collectivité, il est le représentant de l'État et donc il est chargé d'appliquer la loi. Et la loi, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, malheureusement, on est quand même tenu par un certain nombre de règles. Moi, j'exercerai d'une manière ou d'une autre mon droit de retrait. Je serai complètement hors la loi et je l'assumerai d'une façon ou d'une autre, mais je refuserai précisément d'assumer cela. Alors vous l'entendez, hein, parmi ces réactions, diverses façons de voir les choses et d'appliquer ou pas la loi. Si vous étiez maire, vous feriez quoi ? Je l'appliquerai puisque c'est une loi que j'appelle de mes voeux depuis longtemps. Mais la question est plus grave que ça. C'est ça, c'est une vraie question de fond sur laquelle il faut s'attarder une petite minute quand même. Entendre des maires dire « j'appliquerai pas la loi », d'une certaine façon, je veux exercer mon droit de retrait, disent-ils, qui est une notion qui n'existe pas, qui est inventée en la circonstance. Si quelqu'un m'explique ce qu'est le droit de retrait pour ne pas appliquer la loi, je pense à tous ces gens leur dire une chose. On ne peut pas, toute la semaine, expliquer aux jeunes, notamment à ceux qui vivent en marge, qu'il y a la loi, qu'il y a la République, et tout d'un coup, sur cette question-là, parce qu'elle ne vous plaît pas, le jour où ça sera la loi, ça ne l'est pas aujourd'hui, dire moi, j'appliquerai pas la loi. Je crois que d'un point de vue républicain, ils devraient réfléchir à ce qu'ils sont en train de faire dans la société et du message qu'ils envoient. S'ils ne veulent pas appliquer la loi, moi, je leur dis qu'une seule chose, personne n'est obligé d'être maire. C'est au maire de montrer l'exemple. Est-ce que aujourd'hui la pétition qui a lieu et qui est un petit peu partout et tout le monde parle de cette fronde des maires, vous pensez que c'est donc une erreur de la part des maires d'opposition ? C'est une erreur, c'est une faute politique, c'est l'expression d'un ringardisme social assez fort. Il y a déjà 10 pays qui appliquent ça en Europe. Pour l'instant, ce n'est pas la loi. Qu'ils soient contre cette loi, c'est normal et ça fera partie du débat. Mais si un jour, ce qu'on espère dans les prochaines semaines, cette loi est votée, tout le monde devra l'appliquer. Merci beaucoup Alain Vidalis. On vous laisse évidemment regagner le rang des ministres. Vous le voyez sur ces images, le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, vient de partir du cabinet du départ. Vous venez de le voir il y a quelques instants. Il se dirige donc vers l'hémicycle. Il va prendre place dans quelques secondes sur le plateau pour ses 13
traditionnelle question d'actualité en ce jeudi d'octobre. Évidemment, il y aura un certain nombre de questions sur le plan économique, également sur le plan de la justice, sur la sécurité. Nous allons tout de suite en séance. Bonne séance à tous. On se retrouve vers 16h pour refaire la séance. À tout à l'heure. Avec quelques secondes de retard, vous voyez, Jean-Pierre Bel va arriver. Il s'installe progressivement. Les rangs commencent également à se remplir. Voilà, bonne séance à tous. À tout à l'heure. La séance est reprise. Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Je rappelle que l'auteur de la question, de même que là où le ministre pour sa réponse, dispose chacun de 2 minutes 30. La parole est à monsieur Raymond Vall pour le groupe du Rassemblement démocratique social européen. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Le groupe RDSE, auquel j'appartiens, est très attentif au développement des énergies renouvelables et notre position, déjà exprimée à plusieurs reprises dans cette enceinte, est connue. L'indépendance énergétique de la France est un objectif incontournable qui doit reposer sur la recherche et le développement des 2 filières d'excellence que sont le nucléaire et les énergies renouvelables. À l'issue de la conférence environnementale d'il y a quelques semaines, le gouvernement a présenté une feuille de route pour la transition écologique. Elle peut se résumer à cette phrase forte: les énergies renouvelables et les nouvelles technologies de l'énergie offrent l'opportunité d'une nouvelle révolution industrielle et sociétale. Et le groupe RDSE y souscrit entièrement. Nous savons, Madame la Ministre, quel est le lourd héritage que vous avez à gérer en matière d'énergie renouvelable et de l'état dramatique des filières photovoltaïques et éoliennes, avec des fermetures d'usines et des suppressions d'emplois. Nous savons aussi que vous travaillez à l'élaboration d'une véritable politique de relance de ces filières, mais pour autant, il y a urgence à traiter ces dossiers en attente et à prendre des décisions qui, dans cette phase de transition, vont permettre de sauver ce qui peut encore l'être. En effet, sur nos territoires, beaucoup d'entreprises nous font part de leurs grandes difficultés. Elles se heurtent à une politique tarifaire inadaptée, à des procédures administratives extrêmement lourdes et complexes, à des délais excessifs, enfin à des retards dans l'exécution des récents appels d'offres qui sont incompatibles avec leur survie économique. En un mot, ces entreprises n'ont aucune visibilité à court terme sur leur avenir. Nos concitoyens, nos entrepreneurs, qui ont pourtant pris le risque de se lancer dans ces nouvelles filières, et les élus locaux qui ont fait le choix de les soutenir, méritent mieux. Ils sont en droit d'attendre des mesures concrètes de sauvegarde de ces filières. Aussi, Madame la Ministre, ma question est la suivante. Que comptez-vous faire face à ces problèmes dans les semaines qui viennent, j'ose dire dans les jours qui viennent, pour redresser cette situation? Merci. Merci. Pour vous répondre, Madame Delphine Batho, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Raymond Vall, Monsieur le Président. Je vous remercie de votre question qui me permet de souligner effectivement la nécessité de prendre des mesures d'urgence, des mesures qui relèvent de ce que j'appelle le patriotisme écologique, pour répondre aux attentes de filières industrielles qui souffrent dans le domaine des énergies renouvelables. Vous le savez, la France est engagée dans une politique de transition énergétique avec les engagements qu'a pris le président de la République qui doivent aboutir en 2025 à avoir une évolution de notre mix électrique. Cela doit passer par la montée en puissance de ces énergies renouvelables. Nous aurons très bientôt l'ouverture du débat sur la transition énergétique qui permettra de mettre en place un cadre stable et durable pour la durée du quinquennat qui permettra aux entreprises d'avoir la prévisibilité, la visibilité dont elles ont besoin pour orienter leur investissement et leur stratégie. Ceci dit, vous avez raison de dire qu'il faut prendre des mesures d'urgence. C'est pourquoi nous avons annoncé des mesures d'urgence pour la filière solaire, d'abord avec le lancement d'un nouvel appel d'offres pour les grandes installations, avec aussi la continuation des appels d'offres pour les moyennes installations et
une augmentation du tarif de rachat pour le petit photovoltaïque, sachant que ces mesures donneront lieu à des systèmes de bonification pour la création de valeur ajoutée sur le territoire national, puisque notre but, c'est de soutenir les entreprises qui créent des emplois en France, et c'est un aspect très important du soutien, des mesures de soutien à la filière solaire. Nous sommes en train de discuter, vous le savez, de mesures de relance de l'énergie éolienne, puisque nous sommes très loin des objectifs du Grenelle de l'environnement. Nous sommes aujourd'hui seulement à 6870 mégawattheures de puissance installée, et donc il y a nécessité là aussi, il y a eu un effondrement des projets d'implantation d'éoliennes, alors que l'énergie éolienne est assez compétitive, et donc ça fait l'objet des amendements que le gouvernement a présentés dans la proposition de loi de François Braun pour qu'il y ait des dispositions de simplification administrative qui permettent qu'il y ait toujours une consultation des élus locaux, une consultation des citoyens lorsqu'il y a des projets d'implantation d'éoliennes, mais qu'il y ait un certain nombre d'éléments qui simplifient les procédures administratives pour que ces projets soient davantage soutenus. Et vous avez raison de dire, l'énergie éolienne, c'est 11 000 emplois en France, c'est 180 entreprises qui attendent aujourd'hui des mesures de soutien et des mesures d'urgence. Merci. La parole est à présent à Monsieur Christian Favier pour le groupe communiste républicain et citoyen. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ma question, Monsieur le Ministre, s'adresse autant à vous qu'à votre collègue du budget. Nous avons, vous le savez, appris avec stupéfaction par la presse la décision du gouvernement de ne pas inscrire dans la loi de programmation budgétaire le milliard d'euros prévu en dotation à la Société du Grand Paris pour la réalisation du Grand Paris Express. Cette décision a causé, vous le savez, immédiatement une très vive émotion parmi la population et l'ensemble des élus locaux. Maintenue, elle constituerait un très mauvais coup. Mauvais coup d'abord pour les millions d'usagers de la région capitale, confrontés, vous le savez, chaque jour à de grandes difficultés pour se déplacer. Mauvais coup également pour l'emploi et la croissance de la région capitale. Si ce projet devait ne plus être financé ou même retardé, ce serait un véritable choc pour l'économie francilienne. Dès lors, à quoi bon évoquer l'idée même d'une politique régionale ambitieuse d'aménagement, d'environnement, de logement, de développement économique? Face à des enjeux aussi lourds, le conseil d'administration du syndicat des transports d'Île-de-France s'est exprimé hier de façon extrêmement claire et nette en adoptant à l'unanimité, toute sensibilité politique rassemblée, un vœu demandant l'inscription de ces crédits d'ici la fin de l'année dans la loi de programmation budgétaire. Monsieur le ministre, comment parler de pacte de confiance entre l'État et les collectivités locales si un tel projet, qui a fait l'objet d'un accord unanime en janvier 2011 entre l'État, la région et tous les départements d'Île-de-France, était aujourd'hui remis en cause alors que l'enquête publique sur le premier tronçon sud qui va des Hauts-de-Seine à la Seine-Saint-Denis et qui traverse tout le Val-de-Marne va débuter dans quelques semaines. Aussi, ma question est simple, Monsieur le Ministre. Allez-vous, dans la loi de programmation budgétaire, réinscrire le milliard d'euros manquant et confirmer vos engagements aux côtés des collectivités territoriales franciliennes en faveur de la réalisation du métro du Grand Paris Express dans les délais annoncés? Merci. Monsieur Frédéric Huvillier, ministre chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, permettez-moi tout d'abord d'excuser Madame Cécile Duflot, retenue, qui m'a demandé de vous livrer des réponses claires, comme elles le sont d'ailleurs de façon constante, réponses données par le gouvernement. Puisque vous le savez, le Grand Paris est un engagement du Président de la République, il a été répété, c'est un engagement qui est celui du gouvernement, et il a été répété, le schéma d'ensemble est un schéma qui unit l'État, la région Île-de-France. Il ne changera pas, le tracé des lignes sera confirmé, la localisation des gares sera maintenue. Et de laisser planer le doute, peut-être d'accompagner l'absence de force de démonstration par des vociférations, n'y changeront rien. C'est un engagement du gouvernement. Et pour ce qui est de la réalisation financière, le plan de financement sera décidé et il reflètera une politique de priorisation. Ce qui est vrai pour le SNIT, dont j'ai la charge, le schéma national des infrastructures de transport, ce qui est vrai pour le SNIT est vrai aussi du Grand Paris,
où un certain nombre de promesses ont été faites. Il convient maintenant, puisque la charge nous est donnée, d'assumer les responsabilités des engagements des autres. Alors nous y mettrons de la rigueur, nous y mettrons de la méthode et nous verrons point par point, ligne par ligne, gare par gare, les conditions financières qui nous permettront de mener à bien ce projet, qui n'est pas simplement un projet de transport, qui est un projet d'aménagement du territoire, d'équilibre du territoire et qui permettra d'apporter des réponses au quotidien des Franciliens. Vous le savez, cet engagement sur la qualité des transports, sur l'aménagement du territoire, sur les réponses au quotidien pour ce qui est une attente des Franciliens est une préoccupation constante du gouvernement. Cécile Duflot l'a dit, l'a répété, et je ne fais que réaffirmer. Je suis désolé, mesdames, messieurs les sénateurs de ce côté de l'hémicycle, peut-être êtes-vous privés de la parole de madame Duflot, ce qui vous met dans cet état. Et je ne fais que répéter, me faire ce porte-parole pour dire que c'est l'ensemble du gouvernement. Et lorsqu'il sera nécessaire d'inscrire le fameux milliard permettant de poursuivre, celui-ci sera maintenu. Il est aujourd'hui envisagé pour 2015. S'il doit intervenir avant, il m'interviendra avant. Et le gouvernement assumera ses responsabilités et répondra à vos attentes. Merci. Madame Marie-Annick Duchesne pour le groupe Union pour un mouvement populaire. C'est gentil. Oui, merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. La multiplication d'incidents dans les établissements scolaires, l'évolution préoccupante de ce phénomène et d'actes qui relèvent pour moi plus du code pénal que du simple fait divers, devient une vraie question de société. Dans un contexte de banalisation de la violence et de rejet de toute forme d'autorité, prévenir et lutter contre cette violence en milieu scolaire est une des conditions essentielles de la refondation de l'école. Ce n'est que dans un climat apaisé que tous les acteurs pourront travailler en concertation, dans le respect des compétences dévolues à chacun et dans un climat de confiance mutuelle. La refondation de l'école, Monsieur le ministre, nécessitera, vous le savez, beaucoup plus que la réforme des rythmes scolaires. Dans le rapport de concertation, je n'ai quasiment rien trouvé, sauf un peu page 45, qui permette de croire que vous vous donnerez les moyens de relever ce défi essentiel, rien qui laisse entrevoir des pistes d'action pour faire reculer la violence en milieu scolaire. Monsieur le ministre, où sont les propositions et les orientations du gouvernement pour assurer la sécurisation des établissements, redonner du sens à la prévention, à l'éducation et aux sanctions scolaires, pour réintroduire enfin la fonction d'autorité? Merci. Merci. Monsieur Vincent Payon, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, vous avez raison d'attirer l'attention de la représentation nationale et du gouvernement sur des phénomènes qui nous touchent tous et, dans le fond, sont des blessures pour notre République et en même temps pour la transmission que nous voulons opérer vers les plus jeunes. Nous sommes évidemment les adultes, car j'entends souvent les discours sur la jeunesse, les premiers responsables de cet état de fait. Et c'est ce qui a justifié que le Président de la République ait décidé de faire de l'école et de la jeunesse la priorité. Non seulement parce que c'est une catégorie, mais parce que c'est la France de demain. Et que nous voyons bien, dans la transmission d'un certain nombre de valeurs, dont l'ordre, dont l'autorité, nous avons ces dernières années failli. Vous me dites, et c'est à tort, car je ne crois pas que c'est un sujet de polémique, en tout cas, je ne le souhaite pas. La concertation n'a pas abordé ce sujet. La concertation était libre d'aborder, les sénateurs, les sénatrices y participaient, les sujets qu'elle voulait. Mais le gouvernement l'aborde avec beaucoup de résolution. D'abord, vous le savez sans doute, nous avons créé un nouveau métier. C'était la demande du Président de la République. Ce sont les assistants de prévention et de sécurité. J'entendais une réflexion sur ces bancs en disant encore une commission. Non,
500 emplois nouveaux qui sont déjà en train d'exercer leurs responsabilités dans les collèges les plus en difficulté. Deuxièmement, jamais, y compris après 10 ans où vous étiez aux responsabilités, le terme violence scolaire n'avait été inscrit dans les directions de l'éducation nationale. J'ai demandé la création, il y a un mois, et c'est fait, d'une délégation à la lutte, à la prévention et à la lutte contre les violences scolaires, qui est chargée non seulement de nous les faire connaître, mais de nous outiller pour lutter contre cette violence et former les professeurs à pouvoir réagir mieux, en travaillant d'ailleurs avec les services de justice et avec les services de police. Jamais je n'ai remis en cause, vous l'aurez noté, y compris les équipes mobiles de sécurité. Et le délégué qui a été nommé a été auditionné par l'Assemblée nationale. Je vous conseille de faire la même chose. Il a bien indiqué que dans les missions qu'il se confiait, c'était aussi que l'on travaille mieux ces établissements sensibles avec les équipes de sécurité. Enfin, je voudrais vous dire la chose suivante. Chaque fois qu'un enseignant a été agressé, pour la première fois, j'ai utilisé l'article 40. Il est inadmissible que des personnels de service public, ça vaut aussi pour les élèves, mais dans ma responsabilité, puissent éprouver la moindre crainte à, au nom de nous tous, transmettre les valeurs de la connaissance et de la République. Je souhaite que tous les Français se rassemblent autour de l'école, tous les Français doivent se rassembler autour de cet impératif, retrouver de l'autorité, et je finirai en vous disant la chose suivante. Nous avons besoin d'adultes dans les établissements, nous avons besoin de recréer la conscience, nous avons besoin d'enseigner la morale laïque, nous avons besoin aussi, dans nos comportements, de faire preuve d'exemplarité. Merci. Monsieur Yves Pozzo-Di-Borgo, pour le groupe de l'Union centriste et républicaine. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ma question s'adressait plutôt au Premier ministre, mais comme il n'est pas là, je sais que Monsieur Cuvelier va me répondre. La mondialisation implique le développement d'une économie entrepreneuriale de la connaissance et se caractérise par la puissance de l'urbanisation, ce qui fait que les grandes villes sont devenues le moteur essentiel de l'économie mondiale. Les villes-mondes, New York, Londres, Tokyo, Paris, avec les nouvelles entrantes, Shanghai, Sao Paulo et d'autres, sont devenues la référence de cette mondialisation. Or, Paris est une petite ville de 2 millions d'habitants, enfermée dans son périphérique. Par contre, Paris-Île-de-France est une ville-monde où 18% de la population française fournissent 29% du PIB français, dont 22% sont utilisés par les franciliens, le reste étant distribué dans les autres régions françaises. Le président Nicolas Sarkozy en avait pris acte dans son discours du 29 avril 2009. La loi du 3 juin 2010 sur la grande boucle des transports parisiens en était le premier pas pour accompagner, pour conforter les pôles stratégiques d'Île-de-France et conforter et assurer le développement économique du pays et de l'Europe. Et ceci avec un consensus général des acteurs politiques, économiques et sociaux de cette région, même si à l'époque nos collègues du groupe communiste et socialiste n'avaient pas voté cette loi. Or, en dehors d'une allusion du président de la République, le jour de son investiture à l'Hôtel de Ville, qui a parlé discrètement d'une métropole parisienne, nous avons été très surpris que vendredi dernier, dans son discours supposé fondateur sur les collectivités territoriales, pas un mot n'ait été dit sur la nécessité de construire le Grand Paris. Ajoutez à cela l'absence du premier milliard sur le Grand Paris dans la loi de financement pour 2013, alors même que 311 millions d'euros de taxes spéciales ont déjà été prélevés sur les entreprises franciliennes pour financer ce projet, sans compter la part que les franciliens paient sur leurs impôts locaux. Vous comprendrez, Monsieur le Premier ministre ou Monsieur le ministre qui va y répondre, Madame la ministre qui n'est pas là, que les élus franciliens, dont beaucoup de vos amis politiques, dont le président de la région lui-même, s'interrogent sur l'absence de réflexion et de vision sur ce dossier majeur. Ce gouvernement a-t-il une vision du Grand Paris? Quelle est-elle? La réponse en 2 minutes est un peu courte, mais nous avons besoin d'être rassurés. Monsieur Frédéric Cuvillier, ministre chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur. Puisque vous avez besoin d'être rassurés, je vais reprendre la démonstration une xème fois pour vous dire combien le gouvernement et Madame Duflot, ministre chargée de l'égalité des territoires, est attentive à la réalité, la concrétisation, le réalisme dans la réalisation de ce Grand Paris. En effet,
vous avez replacé Paris dans un contexte de compétitivité internationale, mais notre Grand Paris, tel que nous voulons le faire et nous le ferons, est le souhait du gouvernement de faire le Grand Paris des habitants, de faire le Grand Paris qui est bien évidemment source d'attractivité nationale, voire internationale, mais qui soit en situation de pouvoir répondre aux réalités du quotidien. Le Grand Paris qui est le nôtre, c'est le Grand Paris de l'emploi, c'est le Grand Paris de l'attractivité économique, c'est le Grand Paris du logement, et notamment du logement social, répondant ainsi aux vœux et à la volonté du Président de la République et du Premier ministre. C'est le Grand Paris de l'égalité des territoires, pour éviter que nous ayons des zones de cette région qui soient enclavées. C'est le Grand Paris de l'efficacité, c'est le Grand Paris de la solidarité, de l'innovation. Bref, c'est le Grand Paris tel que nous le rendrons crédible. Car dans ce que vous nous dites, avec ce que vous nous léguez, ce que vous nous laissez, c'est un Grand Paris qui n'est qu'une succession de promesses et de projets. Et nous ne nous limitons pas aux projets, nous sommes dans la concrétisation. Il vous a été indiqué, j'ai répondu à l'instant concernant le milliard, mais vous-même dites qu'il y a des crédits qui ont été levés. C'est-à-dire que dès demain, nous devons être dans la réalisation de ce qui est l'attente des Franciliens, ce qui est leur questionnement, ce qui est le caractère anxiogène des transports notamment. Et nous le ferons parce que nous avons la volonté d'expertiser, d'analyser, et ce qui a été la méthode pour le SNIT et la méthode pour le Grand Paris, de rendre crédible, ligne par ligne, réalisation par réalisation, l'ensemble des projets qui ont été simplement un amoncellement de promesses électorales en une période propice. Ce qui était promesse électorale deviendra concrétisation d'une volonté ambitieuse et solidaire. Merci. Je passe la parole à présent à Madame Calliope Angueda pour le groupe écologiste. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Intérieur. La presse s'est fait écho il y a une semaine environ du souhait du gouvernement de revenir sur les critères pénalisants introduits par le précédent ministre de l'Intérieur en matière de naturalisation. Je salue évidemment la détermination affichée de la nouvelle majorité d'affirmer une volonté forte d'intégration par l'accès à la nationalité française. Les éléments relayés par la presse font notamment état de la suppression du QCM de connaissance générale. Cette épreuve, dans tous les sens du terme, est souvent perçue comme humiliante par nos concitoyens aspirant à la nationalité française. Cependant, rien n'est dit sur l'obligation faite depuis le 1er janvier 2012 par tous les candidats à la nationalité française de présenter un document certifiant leur niveau de langue. Cette mesure prise par l'ancienne majorité leur impose en effet de fournir un diplôme ou une attestation certifiant qu'ils ont acquis le niveau B1 oral en langue française. Cette dernière attestation est délivrée par un organisme labellisé FLI, Français Langue d'Intégration, ou un organisme agréé par le ministère de l'Intérieur. À l'étranger, elle s'obtient auprès des alliances françaises ou des instituts français. Au-delà du coût que représente cette démarche, elle pose également des problèmes particuliers concernant les conjoints de Français résidant à l'étranger, a fortiori dans les pays francophones. Il est ainsi aberrant d'être obligé de produire un document certifiant notre niveau de langue lorsque l'on est originaire d'un État qui compte le français parmi ses langues nationales. Je ne peux m'empêcher d'illustrer mes propos avec l'exemple du Cameroun, où je résidais depuis 25 ans avant de rejoindre les rangs du Sénat au mois de juillet dernier. De la même manière, comment réagirions-nous si un postulant français à la nationalité belge, sujet d'actualité, se voyait imposer de fournir la preuve de son niveau de langue française? S'il est évident que maîtriser la langue d'un pays constitue indéniablement un vecteur d'intégration, cela ne doit pas se transformer en parcours d'obstacles onéreux et humiliant. Dès lors, Monsieur le Ministre, je souhaite savoir quel est le sort réservé aux certificats de niveau de langue. Par ailleurs, les améliorations prévues quant au droit à la nationalité concerneront-elles l'acquisition par déclaration relative aux conjoints de français ou seront-elles cantonnées aux demandes de naturalisation et réintégration? Enfin, pourriez-vous également nous éclairer sur le calendrier envisagé? Je vous en remercie. Merci. Monsieur Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, ces 2 dernières années, l'accès à la nationalité française a été entravé et empêché. Et cette politique a produit les résultats que nous connaissons aujourd'hui et que rappelait l'autre jour le Premier ministre. Une baisse du nombre de naturalisations de 40% entre 2011 et mai 2002.
Ces obstacles, qui n'ont jamais fait l'objet d'un débat, ont touché notamment les étrangers installés régulièrement et depuis longtemps en France, parfaitement insérés dans la société, qui ont fait le choix de devenir français. Notre volonté est de changer cette donne, de refaire de l'accès à la nationalité un moteur de l'intégration. Pour cela, nous travaillons à propos d'une circulaire qui devrait être adressée au préfet dans quelques jours, pour revenir sur les critères les plus discriminants. Retenons 4 idées. La première, c'est que la méthode du questionnaire à choix multiples relatif à la connaissance de l'histoire et de la culture et de la société française sera abandonnée. Deuxièmement, concernant les tests, j'estime évidemment que la connaissance du français est évidemment un facteur d'intégration tout à fait essentiel. Le niveau exigé sera maintenu, mais aujourd'hui, ce n'est pas ce niveau qui peut être discriminant, mais la façon dont il est évalué et la prise en compte des conditions spécifiques de certaines personnes. Enfin, nous allons également cibler les critères à l'origine de la majeure partie des refus, comme le critère de l'insertion professionnelle. Et j'évoquerai également dans cette circulaire, et c'est le 4e point, le traitement réservé aux jeunes de moins de 25 ans ayant effectué tout ou partie de leur scolarité en France, ainsi que le cas des médecins étrangers. Bref, Madame la sénatrice, je souhaite mener un travail ambitieux en matière de naturalisation. Il ne s'agit pas d'engager des polémiques, il ne s'agit pas d'ouvrir un débat absurde sur la nationalité. Je me rappelle des mots à l'Assemblée nationale de Pierre Mazeaud qui nous avait conseillé il y a 2 ans de ne pas ouvrir ce débat qui est néfaste, mais de faire en sorte que ceux qui veulent être français le soient dans de bonnes conditions et que nous soyons fiers, parce que c'est le message de la France, d'accueillir de nouveaux Français. Merci. La parole est à Monsieur Michel Berson, pour le groupe socialiste et apparenté. Non. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Les conditions de vie des étudiants sont des facteurs clés de leur réussite à l'université. Or, les étudiants vivent aujourd'hui une véritable galère pour se loger. Pénurie de places en résidence universitaire, chambres louées à des prix exorbitants. Le désengagement de l'État depuis 10 ans dans la construction de résidences universitaires, le comportement parfois abusif de certains bailleurs privés, les agissements de certaines agences immobilières vendant des listes souvent factices d'appartements à louer expliquent cette situation insupportable vécue par un étudiant sur 2, je dis bien un étudiant sur 2. En effet, la France compte un peu plus de 2 millions d'étudiants, mais il n'y a que 165 000 places en cité universitaire, 150 000 en résidence privée et 700 000 étudiants vivent chez leurs parents. Ce sont donc bien 1 million d'étudiants, c'est-à-dire un étudiant sur 2 qui cherche à se loger. Ces dernières années, les plans se sont succédé, mais la pénurie de logements étudiants a perduré. Dans le plan Ancio de 2004, le gouvernement avait pris l'engagement de créer 5 000 logements étudiants par an et d'en réhabiliter 7 000. Moins de 60% de ces objectifs ont été atteints. Résultat, seuls 8% des étudiants bénéficient d'un logement géré par le Crous. Dans le plan Campus, sur les 13 000 logements annoncés, aucun n'a été réalisé. Quant au passeport logement, qui devait faciliter l'accès des étudiants au parc privé, 7 contrats ont été signés. Dès lors, les loyers de 450 à 700 € par mois pour un studio pèsent de plus en plus lourd dans le budget des étudiants. Ils représentent 40 à 45% de leurs dépenses. Conséquence, 50% des étudiants sont obligés d'avoir une activité salariée pendant leurs études. Ces chiffres sont accablants pour les anciens gouvernements. Madame le ministre, le Président de la République a fait de l'éducation et de la jeunesse
la priorité de son action. Alors, comment le gouvernement entend-il répondre à l'attente des étudiants qui veulent tout simplement se loger dignement à des prix raisonnables pour pouvoir étudier et pour pouvoir réussir? Merci. Madame Geneviève Fioraso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les sénateurs, sénatrices, Monsieur le sénateur Michel Berson, avant de répondre à votre question, Monsieur le sénateur, permettez-moi tout d'abord de partager le plaisir que nous avons, depuis mardi, d'avoir un prix Nobel de chimie français en la personne du professeur Serge Haroche. Un de plus, devrais-je dire, car c'est le 5e prix Nobel de physique en France au cours de ces 10 dernières années. Cette qualité de la science doit beaucoup à la qualité de notre enseignement secondaire, supérieur, primaire, secondaire, supérieur et à la qualité de notre recherche. La réussite des étudiants, de tous les étudiants, est la priorité de ce gouvernement. Or, toutes les études, vous l'avez bien dit, sénateur Berson, toutes les études montrent l'impact des conditions de vie sur l'échec en premier cycle. Elles montrent aussi que la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur est en panne, avec moins de 9% de jeunes issus de milieux modestes au niveau du master. Le logement, vous l'avez pointé à juste titre, pèse pour beaucoup dans la dégradation des conditions de vie des étudiants, qui par conséquent exercent une activité professionnelle, ou plutôt je devrais dire des petits boulots, ce qui évidemment obère leurs chances de réussite, notamment dans le premier cycle à l'université. En région parisienne, les loyers, cela nous a été dit ce matin à Thierry Repentin et moi-même, qui étions ensemble à l'université de Cergy avec certains d'entre vous. En région parisienne, donc, le montant des loyers atteint jusqu'à 70% du budget mensuel d'un étudiant. Comment, dans ces conditions, peut-il réussir ses études? À Lyon, Lille, Aix, Bordeaux, parmi d'autres agglomérations en tension, le budget atteint effectivement de 40 à 50%, comme vous l'avez dit, du budget mensuel. Et les difficultés à trouver un logement pénalisent en particulier les jeunes issus de milieux modestes et les jeunes venant de l'étranger. Vous citez justement le plan Ancio qui a échoué dans ses objectifs, ou l'opération Campus avec là aussi un échec patent, 4 ans après son lancement, aucun chantier lancé, aucune demande de permis de construire déposée, alors que les 13 projets retenus les 13 projets annoncés en 2007 prévoyaient 13 000 logements. La réalité sur le terrain, j'y viens, soyez patients, j'y viens. La réalité sur le terrain, on le voit, est bien différente des effets d'annonce incessants du gouvernement précédent, avec des milliards toujours annoncés, survendus médiatiquement, recyclés, mais jamais dépensés. Pour rattraper ce retard qui pénalise la réussite étudiante, le président de la République s'est engagé sur un objectif clair, 40 000 logements en 5 ans. Alors nous mettons les bouchées doubles en utilisant, avec ma collègue ministre du Logement, la mobilisation du foncier public mise à disposition des collectivités locales. Nous voulons faciliter la construction de logements étudiants en inscrivant 6 000 logements par an dans le cadre des 150 000 logements sociaux qui seront construits. Nous changeons de méthode radicalement, ça devrait vous intéresser, mesdames et messieurs les sénateurs, en incluant et en nous associant aux collectivités territoriales, ce qui n'avait jamais été fait dans le précédent quinquennat. Le projet de loi de finances prévoit de multiplier par 5 nos aides au logement. Des opérations recensant 24 000 logements ont déjà été identifiées. Pour le logement collectif et social, nous regardons aussi le logement privé. Pour cela, nous allons améliorer les choses par l'encadrement des loyers. Nous allons aussi instaurer un passeport locatif étudiant qui remplacera agréablement le fiasco de mon prédécesseur, qui effectivement a contractualisé 7 accords en 1 an et demi. Alors que dans les régions... Aquitaine et Midi-Pyrénées, 6 000 contrats sur une initiative régionale intelligente et raisonnable ont été conclus. Merci Madame la Ministre. Juste un mot, la vie étudiante et la réussite de leur parcours bénéficieront d'un budget en hausse, je l'ai dit. C'est un effort qui illustre notre priorité nationale en faveur de la jeunesse, de l'enseignement, de l'éducation. Merci. La parole est à Madame Fabienne Keller pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président, mes chers collègues. Ma question s'adresse, s'ils l'acceptent, conjointement
à Monsieur le ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, et Monsieur le ministre des Affaires européennes, Bernard Cazeneuve. Tout passe par le budget. Je souhaiterais évoquer ici l'avenir du 11e contrat triennal pour Strasbourg, ville européenne, pour la période 2012-2014. Ce contrat tient à la mission particulière, chers collègues, qui est celle de Strasbourg et qui accueille des institutions européennes pour le compte de la France et concerne les obligations liées à ce statut. L'objectif est de poursuivre une stratégie commune entre l'État et les collectivités pour conforter, renforcer la place et le rôle de Strasbourg. Et puis l'autre objectif, plus concret, est de soutenir des projets pour la ville et en particulier les liaisons aériennes vers les capitales européennes, mais aussi le rayonnement culturel et la vocation de l'Université de Strasbourg, qui d'ailleurs a bien profité du plan campus dans sa mission de rayonnement international. Tous les acteurs politiques et économiques locaux s'accordent à dire que le contrat triennal est essentiel pour la ville. Le précédent gouvernement avait travaillé ce dossier et donné un élan décisif à ce contrat. Mais l'échéance électorale nationale n'avait pas permis sa conclusion. Après avoir été reportée à plusieurs reprises depuis mai, la signature de ce contrat tarde, cela crée un climat d'incertitude et fragilise l'avenir des projets et la place européenne de Strasbourg. Cette incertitude est d'autant plus pénalisante que nous avons eu une très mauvaise annonce. Air France-KLM, dont l'État, je rappelle, est actionnaire, prévoit de supprimer, fermer, la ligne aérienne entre Roissy et Strasbourg. Strasbourg, capitale européenne, a besoin d'un soutien clair et d'une présence du gouvernement. La conclusion rapide de ce contrat serait un signal positif. Messieurs les ministres, si je peux me permettre, il n'y a pas d'amour pour Strasbourg. Il n'y a, chers collègues, que des preuves d'amour. Monsieur le ministre, pouvez-vous, messieurs les ministres, préciser le calendrier prévu pour la signature de ce contrat, ainsi que des éléments chiffrés sur le montant de l'enveloppe que vous envisagez de mobiliser? Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, madame, monsieur Bernard Cazeneuve, ministre chargé des Affaires européennes. Madame la sénatrice, je vous remercie pour votre question qui renvoie au rôle particulier que joue Strasbourg comme capitale européenne et aux moyens dont Strasbourg a besoin pour assumer sa vocation. Vous avez eu raison de rappeler que cette dimension européenne de Strasbourg a toujours conduit l'État à accompagner cette ville dans le développement de ses liaisons de transport, et notamment aériennes, dans le développement de ses infrastructures universitaires et de recherche, et dans un certain nombre de grands événements également qui contribuent au rayonnement international de la ville dont vous avez été élu et dont vous êtes représentante ici au Parlement. Je voudrais insister sur le fait que vous avez tout à fait raison d'être inquiète, puisque lorsque nous sommes arrivés en situation de responsabilité, le contrat triennal dont vous parlez aurait déjà dû être signé, puisque ce contrat triennal arrivait à expiration au mois de décembre dernier, que vous avez quitté la responsabilité du pouvoir au mois de mai dernier, et que par conséquent, il aurait été normal que ce contrat fût arbitré et signé au moment où nous sommes arrivés en situation de responsabilité. Ce n'était pas le cas, et les arbitrages qui auraient dû être rendus pour permettre qu'il fût signé dans les meilleurs délais n'avaient pas été préparés. C'est la raison pour laquelle nous avons pris ce dossier à bras-le-corps dès notre arrivée en responsabilité, et je vais par conséquent pouvoir vous donner des éléments précis, comme je les avais donnés d'ailleurs à Strasbourg au moment de l'inauguration de la foire européenne, et qui vous permettront d'être enfin totalement rassurés. Le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est que les arbitrages sont rendus, que l'ensemble des collectivités territoriales seront reçues dans les jours qui viennent pour affiner avec eux les conditions dans lesquelles on procède à la rédaction définitive de ce contrat, de telle sorte à ce qu'il puisse être signé dans les meilleurs délais. Et ces arbitrages ont été rendus au sein du gouvernement à la fin
du mois de septembre et par conséquent, comme je m'y étais engagé, ils y sont prêts. Deuxième élément de réponse pour ce qui concerne la desserte transport. Je veux vous confirmer ici que l'ensemble des obligations de service public qui permettent la desserte aérienne de Strasbourg et qui contribuent à son rayonnement européen seront bien financées dans le cadre du prochain contrat triennal et que l'ensemble de ces liaisons aériennes au terme des appels d'offres qui sont lancés pourront être financés dans de bonnes conditions. Le troisième point sur lequel je voudrais insister, puisque vous l'avez évoqué, c'est la desserte de Strasbourg à partir de Roissy. Vous savez que nous avions pris l'engagement de recevoir l'ensemble des financeurs collectivités territoriales de cette desserte. Cela a été fait il y a de cela 3 semaines à Paris. Ça a permis d'engager avec le président d'Air France, qui est à la tête d'une entreprise qui connaît de grosses difficultés depuis très longtemps, de nous faire part de ces difficultés et malgré tout d'indiquer qu'il poursuivrait la discussion avec le gouvernement et les élus locaux pour trouver une solution qui permettra, nous l'espérons, de maintenir un bon niveau de desserte aérienne et de transport de Strasbourg, contribuant ainsi au rayonnement européen de cette ville à laquelle nous sommes très attachés. Merci. La parole est à Madame Laurence Rossignol pour le groupe socialiste et apparenté. Madame la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, vous avez réuni il y a un mois la première conférence environnementale du quinquennat. Et à cette occasion, il a été annoncé que le Conseil de la transition écologique, le futur Conseil de la transition écologique, s'ouvrirait à la représentation nationale en accueillant un collège de parlementaires. Je tenais à vous dire la satisfaction avec laquelle notre Assemblée, et particulièrement la Commission du développement durable, a accueilli cette annonce. En ouverture et en clôture de la conférence environnementale, le Président de la République comme le Premier ministre ont prononcé chacun un discours que l'on peut qualifier de fondateur, en affirmant que la crise écologique n'est pas une crise de plus, mais qu'elle est dans la crise globale et qu'elle se décline sur le terrain économique, social et sanitaire. Et en assignant à la France la tâche de porter un nouveau modèle de développement, le Président de la République a donné pour mission au gouvernement d'organiser la mutation d'une économie à bout de souffle. Le premier chantier est celui de la transition énergétique. Pour la diversification du mix énergétique, comme pour la baisse de consommation, pour la sobriété, il va nous falloir expliquer et convaincre les usagers comme les acteurs économiques. Et en ce qui concerne les acteurs économiques, pas des moindres, puisque le président d'EDF a déclaré avant-hier à l'Assemblée nationale que l'augmentation démographique aboutirait, par un accroissement mécanique de la consommation, à rendre quasiment vains tous les efforts que nous pourrions faire en matière de sobriété énergétique. Pourriez-vous nous indiquer, Madame la Ministre, selon quel calendrier, quelle méthode et avec quels outils vous entendez engager le débat sur la transition énergétique et, accessoirement, comment vous comptez susciter l'adhésion de notre principale entreprise énergétique dans laquelle, rappelons-lui, l'État détient 85% du capital. Merci. Madame Delphine Batho, ministre de l'écologie, développement durable et de l'énergie. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice Laurence Rossignol, vous avez raison de dire que le Président de la République comme le Premier ministre ont prononcé lors de la conférence environnementale un discours fondateur autour d'une grande ambition qui est de faire de la France la nation de l'excellence environnementale. Et cette ambition et cette conférence environnementale, nous n'en sommes qu'au début, c'est un point de départ. La mise en œuvre de la feuille de route pour la transition écologique sur laquelle s'est engagé le gouvernement, qui constitue le programme de travail du gouvernement, donne lieu à l'heure actuelle à un travail intensif de mes services et je réunirai le 26 octobre prochain l'ensemble des partenaires qui ont participé à la conférence environnementale pour leur présenter le calendrier d'engagement précis de la mise en œuvre de ces engagements. Donc les choses avancent et j'aurai aussi l'occasion par rapport à l'organisation du débat national sur la transition énergétique de réunir en début de semaine prochaine les organisations non gouvernementales, les représentants des entreprises pour répondre à leurs questions et leur rappeler ce qui a été inscrit dans la feuille de route en ce qui concerne les modalités d'organisation de ce débat, son calendrier, puisqu'il s'engagera très rapidement à partir du mois de novembre prochain. La transition énergétique, c'est une politique qui repose sur deux piliers.
Le premier, c'est la sobriété et l'efficacité énergétique, c'est-à-dire une grande politique publique d'économie d'énergie qui fait défaut aujourd'hui. Je rappelle que la France a pris des engagements au niveau européen de 20% d'économie d'énergie à l'horizon 2020 et c'est une politique prioritaire parce qu'elle est bonne pour l'environnement, mais qu'elle est aussi bonne pour le pouvoir d'achat et bonne pour notre économie. Par exemple, lorsqu'on engage un programme massif de rénovation thermique des logements anciens ou lorsque l'on veut mettre en place un bonus-malus, c'est-à-dire une tarification progressive de l'énergie qui donne un signal aux consommateurs. Ce sera discuté bientôt devant le Sénat. Le deuxième pilier, c'est le développement des énergies renouvelables. Je l'ai évoqué tout à l'heure, tout en garantissant la sécurité d'approvisionnement, la maîtrise du coût de l'énergie. Tous les scénarios seront discutés dans le débat sur la transition énergétique, qui est un débat fédérateur qui devra mobiliser les citoyens, les élus locaux, les entreprises, les opérateurs d'énergie, les organisations non gouvernementales. Et je n'ai aucun doute que l'opérateur historique, qui est, comme vous l'avez rappelé, une entreprise publique, même si elle a été, hélas, transformée en société anonyme en 2004, s'engagera dans la transition énergétique. Il y a même, vous le savez, une filiale d'EDF qui s'appelle EDF Énergie Nouvelle. Et à l'issue du débat national, le gouvernement présentera un projet de loi un projet de loi de programmation de la transition énergétique et c'est la représentation nationale qui en décidera souverainement. Merci. La parole est à Monsieur Gaëtan Gorce pour le groupe socialiste et apparenté. À Monsieur le ministre des Affaires étrangères ou le ministre qui pourra s'exprimer en son nom. Le 3 février 2008, profitant de la confusion qui régnait à Djamina, un détachement militaire a arrêté et fait disparaître Ibn Omar Mohamed Saleh, l'un des opposants les plus déterminés au régime d'Idriss Déby. En août de la même année, une commission d'enquête internationale mettait en cause les plus hautes autorités de l'État dans cette disparition, qui n'a toujours pas été éclaircie, et exigeait une enquête judiciaire. Depuis 4 ans, le gouvernement tchadien multiplie les manœuvres dilatoires. Depuis 4 ans, avec notre collègue Jean-Pierre Sueur, nous multiplions les initiatives pour que la vérité soit faite sur cette affaire. J'ai bien compris que le contexte n'est pas véritablement favorable, dans la mesure où la France travaille avec le Tchad sur le dossier du Mali. Mais l'alliance n'est pas la complaisance. Et la responsabilité que nous avons au Tchad nous crée des devoirs et des devoirs d'agir dans le respect des principes qui sont les nôtres en principe, notamment le respect des droits de l'homme. Aussi, au moment où va s'ouvrir le sommet de la francophonie, ce peut être l'occasion pour la France et ses représentants d'affirmer une volonté politique différente de celle qui a prévalu jusqu'à présent et qui s'inspire justement de l'attachement que nous portons à la démocratie. Aussi, ne nous dites pas, monsieur, madame la ministre, que, comme l'ont fait avant vous, monsieur Kouchner, madame Alliot-Marie, monsieur Juppé, ne nous dites pas que le gouvernement tchadien poursuit ses efforts. Ce n'est pas vrai. Dites-nous plutôt comment le gouvernement français entend amener le régime de monsieur Idriss Déby à respecter les engagements qu'il a pris. Depuis le printemps, les opposants tchadiens, la famille, nous-mêmes qui sommes mobilisés sur ce dossier, avons l'espoir qu'un nouveau gouvernement aura sur ce dossier une approche plus forte, plus claire, plus déterminée. Cet espoir, madame la ministre, messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, ne le décevez pas. Merci. Pour vous répondre, madame Hélène Conway-Mouret, ministre chargée des Français de l'étranger. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Gorce, veuillez tout d'abord excuser l'absence de Laurent Fabius, qui est actuellement retenu par un entretien avec son homologue canadien. Comme vous l'avez rappelé, le 3 février 2008, l'opposant tchadien Ibn Omar Mohamed Saleh était arrêté à son domicile par des militaires tchadiens au moment même où des violents combats avaient lieu dans la capitale entre l'armée tchadienne et des mouvements rebelles venus du Soudan. Si l'armée tchadienne a finalement repoussé cette attaque, celle-ci a laissé derrière elle des centaines de morts, des victimes de viols et des destructions matérielles. Des violations des droits de l'homme ont été commises. Des personnalités politiques ont été arrêtées arbitrairement ou menacées. Seul Ibn Omar Saleh n'est pas réapparu à ce jour. Une commission d'enquête internationale a d'abord travaillé afin de faire toute la lumière sur ces faits. Des recommandations ont été émises,
dans un rapport publié le 3 septembre 2008 et un comité de suivi chargé de veiller à l'application de ces recommandations a été créé. Parmi ces recommandations, l'une concernait le traitement judiciaire de toutes les violations que j'ai rappelées. Depuis 4 ans, la France n'a pas cessé d'intervenir auprès des autorités tchadiennes avec la communauté internationale, notamment l'Union européenne et l'Organisation internationale de la francophonie, pour que la lumière soit faite sur la disparition d'Ibni Oumar Saleh et qu'un procès en bonne et due forme soit rapidement tenu. En cela, nous avons agi dans le sens indiqué par la résolution que l'Assemblée nationale française a votée le 25 mars 2010, à votre initiative, Monsieur le sénateur Gors. Notre position est claire et ferme. Après avoir soutenu les travaux de la commission d'enquête internationale, nous encourageons la justice tchadienne à s'exercer. À ce jour, il faut constater que l'enquête judiciaire tchadienne n'avance que lentement et que les réponses qui nous sont fournies sont insuffisantes. Nous continuons donc à inviter les responsables tchadiens à ne pas négliger cette affaire qui porte atteinte à l'image de leur pays. Celle-ci a été évoquée à de multiples reprises ces derniers mois avec les plus hautes autorités tchadiennes. Nous mettons notre dialogue politique avec le Tchad au service de la promotion des droits de l'homme, de la bonne gouvernance et de la démocratie. Ces progrès sont lents et le contexte est difficile. Le Tchad ne connaît une stabilité intérieure continue que depuis 2010, mais nous devons poursuivre nos échanges avec les autorités tchadiennes en ce sens. Merci. La parole est à Monsieur Bruno Retailleau pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs les ministres, ma question s'adresse à Delphine Batho. Le 25 septembre dernier, la Cour de cassation a rendu un arrêt qui va faire date. La Cour de cassation a confirmé, bien sûr, la culpabilité, la responsabilité des pollueurs pour l'affaire de Erika, et elle a aussi reconnu l'existence d'une notion juridique nouvelle, le préjudice écologique. C'est une victoire pour la Vendée, mon département, mais aussi pour toutes les parties civiles prenantes à l'affaire, pour tous les amoureux de la nature. C'est aussi, je voudrais le rappeler, après 13 années de combat, un immense soulagement. Un soulagement parce que rien n'était fait d'avance, rien n'était gagné. Pour preuve, c'est que l'avocat général avait d'ailleurs requis, si j'ose dire, l'annulation pure et simple de toute la procédure. Nous avons été tout près de passer auprès, si j'ose dire, d'une forme de naufrage écologique, après la catastrophe écologique aussi, naufrage juridique bien sûr, il s'en est fallu de très très peu. Le pire a été évité, il faut désormais que nous puissions construire le meilleur pour l'avenir, en tirant justement pour le futur les leçons du passé, précisément en essayant d'inscrire cette nouvelle notion dans le droit positif. Je l'ai dit il y a quelques instants, pour la première fois, les juges ont reconnu l'existence du préjudice écologique, c'est-à-dire un préjudice autonome, un préjudice distinct du préjudice moral ou du préjudice matériel. C'est fabuleux. Il faut donc que cette jurisprudence puisse être inscrite dans la loi, reconnaître et inscrire dans le Code civil justement ce préjudice écologique, c'est fondamental. J'ai, avec une cinquantaine de collègues, déposé au printemps dernier une proposition de loi dans ce sens. Et c'est, je crois, la dernière clé de voûte qu'il faut apporter à cet édifice sur lequel, je crois, on peut tous se retrouver, quels que soient les bancs. Il y a cet édifice juridique, il a été construit, bien sûr, par la jurisprudence, il a été construit par la loi constitutionnelle, avec la Charte de l'environnement, avec la décision du Conseil constitutionnel du 8 avril 2011. Il a été construit aussi par la loi sur la responsabilité de l'environnement. Mais le Code civil, mes chers collègues, a une fragilité puisque notre Code civil, je parle devant la statue de Portalis, eh bien notre Code civil ne reconnaît un dommage que pour autant qu'il ait un caractère personnel. Or, l'environnement n'est pas un bien personnel, c'est un bien collectif. C'est la raison pour laquelle, selon la belle formule de Victor Hugo, il faut, Madame la Ministre, faire entrer le droit dans la loi. Ma question est simple, est-ce que le gouvernement est prêt à cette petite révolution juridique ? Merci. Madame Delphine Batho, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bruno Retailleau, l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans l'affaire de l'Erika le 25 septembre dernier
a confirmé la responsabilité pénale de l'ensemble des acteurs de la chaîne de transport des hydrocarbures et au plan civil a reconnu la notion de préjudice écologique. Et je voudrais tout d'abord rendre hommage au combat qu'ont mené les régions, les départements, les communes des 400 km de côtes françaises qui avaient été touchées par cette pollution et qui ont tenu bon pendant 11 ans pour mener cette bataille juridique et qui voient leur combat couronné de succès. Cette décision, c'est en effet un pas en avant considérable pour la protection de l'environnement, pour l'application du principe pollueur-payeur avec la reconnaissance de la responsabilité pénale, mais aussi de la responsabilité civile, quel que soit le lieu où le sinistre s'est produit. Cette décision fera jurisprudence. Nous souhaitons qu'elle fasse son entrée pleinement dans le droit français. Comme vous le savez, s'agissant du Code civil, c'est la garde des Sceaux, Christiane Taubira, qui a engagé d'ores et déjà une réforme de grande ampleur de notre droit de la responsabilité. C'est donc sous sa conduite que ces réflexions se poursuivront. Je sais, monsieur le sénateur, l'intérêt que vous portez vous-même à cette inscription. Nous avons pris connaissance de votre proposition de loi, mais aussi du colloque que vous organisez à la fin du mois d'octobre avec un certain nombre de juristes spécialistes du droit de l'environnement. Je suis certaine que cette initiative, d'ailleurs, sera utile pour apporter des précisions sur un certain nombre de points. Qui peut ester en justice au nom de la nature? Comment doit se faire la réparation? Vous avez raison de dire que le 25 septembre a été un grand jour. Il nous appartient maintenant d'en tirer toutes les conséquences. Et je voulais aussi vous indiquer qu'avec Frédéric Cuvillier, nous sommes favorables à ce que la France prenne, lors de la prochaine Assemblée générale des Nations unies, une initiative afin de proposer un protocole additionnel à la Convention de Montego Bay pour construire un outil de protection juridique internationale de la haute mer qui corresponde aussi aux mêmes exigences. Merci. Mes chers collègues, je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16h15 pour la suite du projet de loi, autorisant la ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire. Voilà, de retour sur notre plateau ici, salle des conférences. Les questions d'actualité viennent de se terminer dans l'hémicycle. Les sénateurs, les ministres vont bientôt nous rejoindre pour On refait la séance.